Bonjour, je m'appelle Larissa Vitvinova. Je suis l'auteur de la méthode brevetée de rajeunissement du visage appelée Split Massage. Nous allons apprendre cette méthode ensemble à l'aide d'une vidéo pédagogique. Pour cela, je serai accompagnée de notre modèle, Yulia Nagibina. Avant de commencer la procédure de rajeunissement manuel du visage avec la méthode Split Massage, il est nécessaire de diagnostiquer l'état des tissus mous du visage. Pour cela, nous devrons les palper en profondeur. Pour effectuer le diagnostic, vous aurez besoin d'une carte diagnostique que vous rempliez en fonction d'une échelle de sensibilité de 0 à 10, selon l'état des muscles, des ligaments et des structures graisseuses du visage. Un muscle contracté ou un œdème dans les tissus provoquera une sensibilité lors de la palpation pendant le diagnostic. Ces zones devront être notées sur la carte diagnostique avec une croix et un chiffre de 0 à 10, où 10 représente une sensibilité élevée. Le muscle le plus important qui influence l'état du visage et du cou se trouve dans le dos. Il s'agit du muscle trapèze qui s'attache à la région occipitale de la tête. La partie supérieure de ce muscle est presque toujours en surtension. Nous pouvons le détecter en saisissant les parties supérieures de l'épaule dans une prise en forme de bec. En règle générale, le muscle trapèze est plus tendu d'un côté que de l'autre, ce que nous pouvons observer par une différence des hauteurs des épaules. Notez la sensibilité du muscle trapèze sur la carte diagnostique. Maintenant, examinons la carte diagnostique. Elle contient les informations suivantes: la date du diagnostic, l'âge de la personne diagnostiquée, le nom de cette personne, ainsi que les zones où nous indiquerons les spécificités du côté droit et du côté gauche. Tout à l'heure, nous avons diagnostiqué l'état du muscle trapèze des côtés droit et gauche. Dans ce cas, notre modèle Yulia a constaté une sensibilité de 9 sur 10 du côté droit et de 7 sur 10 du côté gauche. Passons au diagnostic du muscle sternocléidomastoïdien. Ce muscle influence directement l'état de l'ovale du visage. Il est attaché à deux extrémités à l'os. À son extrémité supérieure, il est fixé au processus mastoïde de l'os temporal. À son extrémité inférieure, il est attaché au sternum. Lorsque nous nous voûtons ou que nous passons beaucoup de temps avec la tête inclinée vers le bas, cela se fait par le raccourcissement du ventre du muscle sternocléidomastoïdien. Ensuite, lorsque nous nous redressons ou que nous étirons le cou, ce muscle revient à sa position normale. La tension sur ses attaches disparaît et il retrouve sa longueur anatomique. Mais que se passe-t-il si ce muscle reste dans un état raccourci pendant une longue période? Alors, nous pouvons observer la situation suivante. En raison de spasmes et du raccourcissement chronique du muscle sternocléidomastoïdien, un œdème et des tissus fibreux se forment autour de lui. Car le drainage lymphatique dans cette zone est perturbé, ainsi le muscle devient invisible dans toute sa longueur. Il se cache dans les tissus, devient fin et raccourci. Identifiez ce muscle sur vous-même. Pour cela, tournez la tête d'un côté, puis de l'autre, et examinez dans le miroir le contour du muscle de son attache supérieure à son attache inférieure. Si l'attache supérieure d'un côté est mal définie, cela indique une altération de la trophicité des tissus dans cette zone. Maintenant, tournez la tête droite devant vous et inclinez-la légèrement vers l'avant. Avec la main opposée, palpez ce muscle depuis son attache supérieure, derrière l'oreille, jusqu'à son attache inférieure au niveau du sternum et de la clavicule. Comparez l'épaisseur de ces muscles des deux côtés du cou. Il est possible que le muscle soit épaissi et douloureux d'un côté. Les endorations dans le muscle sternocléidomastoïdien perturbent le drainage lymphatique des tissus du visage, favorisent l'apparition d'un double menton et dégradent la ligne de l'aval du visage.
Notez l'état des muscles sternocléido-mastoïdiens sur la carte diagnostique. Sur la carte diagnostique, nous indiquons l'état des muscles sternocléido-mastoïdiens. À la suite de la palpation, le modèle a découvert que du côté droit, près de l'attache supérieure du muscle sternocléido-mastoïdien, il présente des indurations douloureuses dans leur tissu. Du côté opposé, dans la partie inférieure du muscle sternocléido-mastoïdien gauche, il a également détecté de petites indurations. Ce sont des zones où le tenu du muscle est accru et qui nécessitent relaxation et étirement. Passons au test des tissus dans la zone du double menton. Commencez par le centre où se trouve le ganglion lymphatique mentonnier. Cette zone présente souvent des tissus odémateux et fibreux. Nous devons palper les tissus mous au centre, sur l'aval du visage, afin d'évaluer leur état. Pour cela, prenez les tissus de la zone du double menton dans une prise verticale profonde. Soulevez-les légèrement et palpez pour détecter ceux qui se trouvent à l'intérieur. Vous pourriez y trouver de petits nodules douloureux et des indurations fibreuses. En arrivant au milieu, au niveau du pli du cou, c'est précisément là que les zones les plus denses et les plus douloureuses peuvent se trouver, car cette partie est constamment comprimée. En descendant le long de la gorge, vous remarquerez une irrégularité dans les tissus mous du cou. Dans certaines zones, le volume sera plus important, tandis que dans d'autres, où les rides se forment, le volume sera réduit. En palpant ainsi la densité, l'œdème, la douleur et la régularité des tissus, vous pourrez inscrire les résultats dans la carte diagnostique. Sur la carte diagnostique dans la zone du double menton, nous notons que la sensibilité des tissus dans cette région est d'environ 3 sur l'échelle de douleur. Nous observons également une variation des volumes des tissus sur la partie avant du cou. Autrement dit, il y a des zones où les tissus sont plus volumineux, tandis que dans les zones où les rides se forment, les tissus sont amincis. Passons au diagnostic de la zone sous-mandibulaire. Nous avons palpé les tissus au centre sous le menton. Ensuite, nous commençons à palper les tissus d'un côté en direction des angles de la mâchoire, puis de l'autre côté en direction des angles de la mâchoire. Généralement, autour des ganglions lymphatiques sous-mandibulaires, l'état des tissus change. Pourquoi cela se produit-il? À proximité se trouve le muscle sternocléido-mastoïdien, qui est très souvent en hypertonie, surtout chez le droitier du côté droit et chez le gaucher du côté gauche. Dans les zones où ce muscle est contracté, l'alimentation des tissus se dégrade et le tissu conjonctif commence à se développer. Par ailleurs, au-dessus se trouve la zone où se termine le muscle masséter, à la frontière de la mandibule. Ce muscle, qui est également souvent en tension chronique, peut effectuer l'alimentation des tissus dans cette région. Ainsi, nous allons tester, en partant du centre, les zones où commencent les changements de fibrose des tissus sous l'ovale, à droite et à gauche. Nous notons de quel côté ces changements apparaissent plus tôt et sont plus douloureux. Commencez à palper les tissus d'un côté, puis de l'autre. Effectuez cette opération de manière aussi minutieuse que possible, millimètre par millimètre, en évaluant l'état des tissus sur vos doigts. Soulevez et séparez les tissus de l'os. Observez les zones où l'état des tissus a changé, où ils contiennent davantage d'induration fibreuse et où leur mobilité a significativement diminué. Il devient alors difficile de former un pli jusqu'à l'angle de la mâchoire ou jusqu'à l'attache du muscle sternocléido-mastoïdien. Indiquons sur la carte diagnostique la zone sous l'ovale et notons les fibroses des tissus dans cette région. Lors de la palpation des tissus vers la droite, nous avons constaté qu'un changement dans les tissus commençait légèrement plus près du centre, avec une sensibilité de 7 sur l'échelle de douleur. En revanche, du côté gauche, ces changements commençaient plus loin du centre,
avec une sensibilité de 6 sur l'échelle de douleur. Cela est probablement dans un spasme plus important du muscle sternocléido-mastoïdien droit, qui provoque une fibrose et des changements dans les tissus de la zone sous-mandibulaire beaucoup plus tôt que du côté gauche. Passons au diagnostic des muscles massétaires. Sur la partie latérale du visage se trouve l'un des muscles les plus puissants et les plus volumineux du corps humain, le muscle massétaire. Ce muscle se compose de deux parties, une partie diagonale en surface et une partie verticale située sur la couche superficielle. Le muscle diagonal en surface possède un tendon très large situé sous la pommette, ainsi qu'une attache rigide au niveau de l'angle de la mâchoire. Étant donné que le muscle massétaire est constamment en tension, à la fois lors de la mastication et en raison des facteurs psychosomatiques, un amincissement des tissus apparaît souvent à la frontière du muscle. Cela peut être observé par exemple sur cette illustration. Ici se trouve la région du muscle massétaire et juste à côté, une zone où les tissus sont amincis ou vides. À la frontière de cette zone vide se forme une crête des tissus adipeux denses. Par conséquent, nous devons palper les limites du muscle massétaire d'un côté, identifier la zone d'amincissement à proximité, ainsi que la crête des tissus adipeux denses formés par le déplacement du muscle massétaire et des tissus mous du visage. Palpez ces zones des deux côtés et notez des différences. Placez vos doigts au centre sur l'arc mandibulaire inférieur. Ensuite, suivez cet arc vers le côté du visage. Nous devons identifier les limites du muscle massétaire. Les voici. À ce moment-là, Julia a trouvé ses limites, car à cet endroit, lorsque le muscle massétaire se contracte, les tissus se déplacent vers l'avant. À partir de ce point, nous devons palper les tissus mous du visage qui sont assez superficiels pour localiser une crête. Cette crête est une zone densifiée et sensible qui monte jusqu'à l'os zygomatique. Cette crête se forme dans les tissus mous à cause du mouvement provoqué par la contraction du muscle massétaire. Nous devons palper cette crête des deux côtés et noter la sensibilité des tissus. Inscrivons les résultats du diagnostic dans la carte diagnostique. Nous avons remarqué que du côté droit, l'attache inférieure du muscle massétaire est plus proche du centre. Cela est probablement également lié au tonus accru du muscle sternocléido-mastoïdien et du muscle massétaire du côté droit. Par conséquent, la crête dans les tissus mous, formée à la limite du muscle massétaire, est plus proche du centre et est plus douloureuse. La même crête buccale, qui se trouve à la limite du muscle massétaire du côté gauche, est plus éloignée et commence plus loin du centre du visage. Elle est également moins douloureuse, avec une sensibilité évaluée à 6 sur l'échelle de douleur. Palpons l'état du muscle triangulaire abaisseur de l'angle de la bouche. Ce muscle s'insère dans les coins de la bouche et s'attache en bas à l'arc mandibulaire inférieur. Pour déterminer l'état des muscles et lesquels est en hypertonie, nous examinons visuellement dans le miroir quel coin de la bouche est légèrement plus abaissé. Il peut être légèrement plus bas ou il peut y avoir un pli plus marqué ou une ombre plus profonde créée par un coin de la bouche. Cependant, il est aussi possible que les coins des lèvres soient à la même hauteur des deux côtés. Dans ce cas, nous palpons tout le muscle triangulaire en le soulevant depuis le coin de la bouche et en le suivant jusqu'à son attache inférieure. Visuellement, notre modèle a constaté que du côté gauche, à partir du coin des lèvres, l'ombre et les plis sont plus marqués et plus longs. Au-dessus de ce pli, elle soulève les tissus mous pour localiser le muscle. Elle a ainsi trouvé le muscle, son attache supérieure sur le coin de la bouche et son attache inférieure en bas. Elle répète les mêmes manipulations de l'autre côté et évalue s'il y a une différence dans les sensations, l'épaisseur ou la longueur du muscle.
Du côté où le muscle est en hypertonie, il est plus court et plus dense à ses points d'attache sur les coins de la bouche. Du côté où le muscle est en normotonie, il se détache plus facilement de l'os, il est plus élastique, plus long et se soulève mieux de son attache inférieure. Sur la carte diagnostique, nous marquons avec une flèche vers le bas du côté gauche pour indiquer quel coin de la bouche est plus abaissé. Lorsque nous effectuerons le massage, nous commencerons à travailler le muscle triangulaire précisément du côté où il est le plus tendu, dans notre cas du côté gauche. Testons l'état du ligament mentonnier. Ce ligament se trouve sur l'os mandibulaire et maintient fermement les tissus contre l'os. En règle générale, du côté où le muscle abaisseur de l'angle de la bouche est le plus tendu, les tissus autour du ligament mentonnier sont également davantage fibrosés. Cela s'explique par le fait que le ligament mentonnier est situé exactement là où se trouve l'attache inférieure du muscle triangulaire sur l'arc mandibulaire. Cette connexion des structures, attache musculaire et ligamentaire, tissu conjonctif, favorise la croissance de la fibrose en cas de tension accrue des muscles. Palpons le ligament des deux côtés. Soulevez les tissus de l'os au niveau du ligament mentonnier et de la tache inférieure du muscle abaisseur de l'angle de la bouche. Palpez pour évaluer si les tissus se détachent facilement de l'os ou s'ils sont fermement maintenus contre le menton par le ligament mentonnier. Effectuez cet exercice des deux côtés. Nous avons palpé le ligament mentonnier à gauche et à droite. Comme prévu, du côté gauche, où le muscle triangulaire est en hypertonie, le ligament mentonnier maintient également beaucoup plus fermement les tissus contre l'os, ce qui altère la circulation sanguine dans cette zone et dégrade la ligne de l'aval du visage. Au coin des lèvres se trouve un tendon très important appelé modiolus. Ce modiolus relie les muscles de la partie centrale du visage et ceux de la partie inférieure. La tension présente dans ces muscles est également transmise au modiolus. Les tissus autour du modiolus se densifient, les coins des lèvres commencent à s'enforcer et des plis apparaissent à la jonction du modiolus, où le muscle orbiculaire de la bouche se termine et où commence le muscle buccinateur. Pour tester l'état du modiolus, palpez les tissus autour de cette zone des deux côtés. Notez où les tissus du modiolus sont plus denses, plus sensibles et où se trouve une zone de tension plus importante. Après avoir palpé le modiolus de deux côtés, nous pouvons constater que du côté gauche, la zone des tissus densifiés et tendus au niveau du modiolus occupe une plus grande surface. Par conséquent, sur la carte diagnostique, nous marquons une croix sur le modiolus gauche pour indiquer la densité des tissus. Dans la partie centrale de la joue se trouve le muscle buccinateur et le corps graisseux de la joue. L'état des tissus adipeux dans cette zone influence la formation des bas joues. En général, en raison du sourire ou de l'activité du muscle buccinateur, les tissus situés au-dessus du muscle buccinateur commencent à se diviser en zones plus denses et plus fines. Les zones plus denses tirent les tissus vers le bas, formant des bas joues. Nous allons donc maintenant palper l'état des tissus mous du visage, tout d'abord en souriant au niveau superficiel, puis sans sourire en pénétrant plus profondément dans les tissus au-dessus du muscle buccinateur. Notre modèle va maintenant sourire et saisir superficiellement les tissus adipeux des joues dans la zone du sourire, afin de détecter une éventuelle différence de densité et de sensibilité. Ensuite, Yulia cessera de sourire, on pénétrera plus profondément dans les tissus mous de joue pour palper et déterminer s'il y a des changements dans les poches graisseuses profondes. Nous savons que le visage contient des poches graisseuses superficielles et profondes. Les changements peuvent se produire à ces deux niveaux. Que peut trouver Yulia dans les tissus? Elle peut détecter des indurations douloureuses, des structures circulaires ou sphériques,
ou des tissus fibreux. Tout cela doit être noté sur la carte diagnostique. Enregistrons les résultats de la palpation des tissus au-dessus du muscle buccinateur dans la carte diagnostique. Le modèle a noté qu'à droite, la sensibilité douloureuse des tissus était évaluée à 3 sur 10. En revanche, du côté gauche, les tissus étaient élastiques, mous et ne présentaient aucune induration douloureuse. Passons au test de l'état du muscle mentonnier et du pli labio-mentonnier. Au centre, sous la lèvre inférieure, se trouve l'attache du muscle mentonnier. Ce muscle est constitué des deux petites ventres situées au milieu. Le muscle mentonnier est généralement tendu et cette tension se transmet à son attache qui est le point de départ de la formation du pli labio-mentonnier. Nous allons palper la sensibilité des tissus au centre et parcourir tout le pli labio-mentonnier qui croise sur son chemin le muscle carré abaisseur de la lèvre inférieure et le muscle triangulaire. Nous évaluerons si les tissus dans cette zone sont élastiques et non douloureux. Ensuite, testons l'état du muscle mentonnier. Y a-t-il une sensibilité ou une douleur? Ensuite, nous parcourons toute la longueur du pli labio-mentonnier et ses intersections avec les muscles de la partie inférieure du visage. Notez s'il y a des indurations douloureuses ou une tension dans les tissus à ces endroits. Après avoir palpé l'attache du muscle mentonnier et le pli labio-mentonnier, voici ce que nous avons constaté. Au niveau de l'attache du muscle mentonnier, il y a une induration des tissus avec une sensibilité d'environ 1 sur 10 sur l'échelle de douleur. En parcourant le pli labio-mentonnier vers la droite et la gauche, nous avons remarqué que celui-ci croise les muscles de la partie inférieure du visage. En particulier, du côté droit, à l'intersection avec le muscle carré abaisseur de l'angle de la bouche, les tissus présentent une tension. Cette tension est évaluée à 3 sur 10 en termes de sensibilité. Nous noterons cela sur la carte diagnostique. Testons l'état du muscle orbiculaire de la bouche. Visuellement, ce muscle est délimité par les contours du sillon nasolabial. De nombreux autres muscles de la partie centrale, latérale et inférieure du visage s'insèrent dans le muscle orbiculaire de la bouche. Dans cette région se trouvent également les muscles incisifs visibles sur l'illustration sous les numéros 15 et 19. Dans ces zones, des indurations douloureuses peuvent se former, ce qui nuit à l'alimentation des tissus de la lèvre supérieure. Nous allons tester l'état du muscle orbiculaire de la bouche. Palpez les tissus juste au-dessus de la bordure rouge des lèvres pour vérifier s'ils se plissent. Examinez également si au-dessus de la bordure rouge, la lèvre supérieure montre des signes d'affaissement ou de vidange. Enfin, palpez l'état des muscles incisifs le long du sillon nasolabial. Passons à la palpation des tissus mous au-dessus du muscle orbiculaire de la bouche. Examinez l'état des tissus au-dessus de la lèvre supérieure, juste au niveau de la bordure rouge. Y a-t-il des changements, une sensibilité dans la couche graisseuse sous-cutanée ou amincissement? Ensuite, remontez un peu plus haut au-dessus de la lèvre supérieure pour vérifier si les tissus y sont également amincis ou réduits. Passez ensuite au sillon nasolabial lui-même et palpez l'épaisseur et la densité des tissus de chaque côté. En palpant l'état du muscle orbiculaire de la bouche, nous avons constaté qu'il y avait une induration douloureuse sur le sillon nasolabial gauche. Cette induration est évaluée à 1 sur 10 sur l'échelle de sensibilité. Nous inscrivons cette observation dans la carte diagnostique. Diagnostic de l'état du grand muscle zygomatique. Pour cela, commencez par une évaluation visuelle devant un miroir afin de déterminer de quel côté le muscle est plus court. Pour ce faire, souriez et observez de quel côté le sourire est plus court, c'est-à-dire où la distance entre l'attache supérieure et inférieure du muscle zygomatique est réduite.
Ensuite, procédez à une palpation profonde du grand muscle zygomatique, notamment au niveau de son intersection avec le ligament zygomatique. En général, si le visage présente des SOOF, suborbicularis oculifat, graisse sous-orbitaire, des indurations douloureuses et des tensions peuvent se former dans les tissus à l'intersection du grand muscle zygomatique avec le ligament zygomatique. Lors de la palpation du grand muscle zygomatique, vous pouvez également détecter des indurations au niveau de son intersection avec le muscle élévateur de l'angle de la bouche. Ces tensions peuvent influencer la taille et l'œdème du sillon nasolabial. Diagnostic du grand muscle zygomatique. Pour cela, souriez devant un miroir et mesurez la distance entre la tache supérieure et la tache inférieure du muscle. D'un côté, le muscle sera plus court et la distance sera réduite. Dans ce cas, pour Julia, le côté droit est plus court, ce qui signifie que le muscle zygomatique droit est en tension. Commencez la palpation pour le diagnostic pour le côté où le muscle est en tension. Pour vous assurer que vous travaillez bien sur le muscle, vérifiez régulièrement en souriant. Vous devez sentir le muscle sur vos doigts. Lors de la palpation du long du muscle, portez une attention particulière aux intersections entre le grand muscle zygomatique et les muscles élévateurs de la lèvre supérieure, ainsi qu'entre le grand muscle zygomatique et le ligament zygomatique. Ce sont généralement ces endroits qui présentent des indurations douloureuses et des spasmes. Sur la carte diagnostique, nous notons que du côté droit, le tonus du grand muscle zygomatique est plus élevé et le sourire est plus court. Cela peut être indiqué par une ligne où les flèches convergent l'un vers l'autre. De plus, au niveau de l'intersection entre le grand muscle zygomatique et le muscle élévateur de l'angle de la bouche, nous avons palpé une induration douloureuse dans les tissus que nous pouvons noter avec une sensibilité de 2 sur l'échelle. Du côté gauche, en palpant le muscle, nous avons détecté une induration et un tonus creux des tissus au niveau de l'intersection entre le grand muscle zygomatique gauche et le ligament zygomatique gauche. Nous l'avons noté avec une sensibilité de 2 sur l'échelle. Diagnostic de l'état du petit muscle zygomatique. Le petit muscle zygomatique s'attache à l'os zygomatique au niveau du bord infraorbitaire et croise le ligament zygomatique. En général, ce muscle est un tonus plus élevé d'un côté. À son point d'attache, une fibrose peut commencer à se former et la circulation sanguine peut se détériorer. Pour déterminer de quel côté le petit muscle zygomatique est un tonus plus élevé, nous pouvons l'évaluer visuellement devant un miroir. Pour identifier le côté où le tonus est plus important, inclinez légèrement la tête devant un miroir et observez de quel côté se trouve le point le plus bas sous les yeux. C'est ce point qui correspond à la tache du petit muscle zygomatique. Nous diagnostiquons ensuite l'état du petit muscle zygomatique à l'intersection avec le ligament zygomatique. Comme mentionné précédemment, c'est à cet endroit que se situe la tache du petit muscle zygomatique et son intersection avec le ligament zygomatique, ce qui peut provoquer une augmentation du tonus et une fibrose des tissus. Inscrivons les résultats du diagnostic du petit muscle zygomatique dans la carte diagnostique. Nous notons que du côté gauche, à l'intersection avec le ligament zygomatique, les tissus présentent une tonus accrue, évaluée sur l'échelle de sensibilité à 2 ou 3 sur 10. Comme nous le savons déjà, les tissus adipeux du visage sont composés de poches graisseuses profondes et superficielles. Dans cet exercice, nous allons tester l'état des tissus adipeux situés au-dessus des muscles que nous avons palpés. Y a-t-il des indurations œdémateuses ou douloureuses dans ces tissus?
Palpons l'état des tissus mous du visage de manière superficielle. Pour cela, soulevez légèrement les tissus et palpez-les avec vos doigts en restant au niveau superficiel, c'est-à-dire au niveau sous-cutané et graisseux, sans aller en profondeur. Comme mentionné précédemment, l'œdème des tissus peut se situer à la fois au niveau superficiel et au niveau profond. Palpez les tissus dans la partie centrale du visage, ainsi que sur les côtés du visage. Ensuite, répétez l'exercice en profondeur pour déterminer à quel niveau les tissus sont les plus sensibles. Après avoir examiné tous les tissus mous du visage, à la fois au niveau superficiel et au niveau profond, nous avons constaté que la sensibilité était principalement présente au niveau superficiel des tissus adipeux. Sur l'échelle de sensibilité, cela peut être noté à 5 sur 10. Évaluons visuellement l'état des ligaments sous-orbitaires. Anatomiquement, ces ligaments soutiennent les graisses entre-orbitaires dans cette zone. Avec l'âge, ces ligaments peuvent devenir plus denses et fibreux, ce qui aggrave le drainage lymphatique de la région périorbitaire. Si le drainage lymphatique se détériore, on peut observer la formation d'œdème ou des poches sous les yeux. Une autre situation possible est qu'un trouble de la circulation sanguine entraîne la fibrose des tissus dans la zone des ligaments sous-orbitaires, ainsi qu'au niveau des attaches supérieures du muscle. Nous pouvons évaluer visuellement la rigidité des ligaments, leur pression sur les tissus contre l'os et leur influence sur l'intensité de l'œdème. Testons l'état du muscle élévateur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. En général, si ce muscle est en hypertonie, la narine du côté concerné est légèrement relevée et des excès des tissus œdémateux apparaissent sur les côtés du nez. Ainsi, notre modèle Yulia palpe les tissus sur les côtés du nez et constate qu'à gauche, le volume des tissus est plus important qu'à droite. Visuellement également, il est évident que la narine et la structure latérale du nez à gauche sont plus prononcées. Sur la carte diagnostique, nous notons qu'à gauche, les tissus au-dessus du muscle élévateur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez sont plus volumineux, bien qu'il n'y ait pas de sensibilité accrue dans les tissus. Testons l'état du muscle corrugateur du sourcil. Ce muscle a une attache rigide sur l'os et au niveau de cette attache, lorsqu'il est tendu, un pli se forme. De plus, du côté où le muscle est le plus tendu, les tissus œdémateux se développent en raison d'un mauvais flux sanguin. Testons l'état du muscle corrugateur du sourcil. Si aucune ride n'est visible, nous devons froncer légèrement le sourcil pour observer au-dessus de quel sourcil le pli se forme le plus intensément. Dans ce cas, nous constatons que du côté gauche, le volume des tissus déplacés par l'action du muscle est plus important. Ensuite, palpez les tissus mous en plaçant vos doigts profondément sous le muscle. Vous ressentirez également que du côté gauche, le volume des tissus adipeux œdémateux est plus important. Cela indique que le muscle du côté gauche est en hypertonie. Notez cette observation sur la carte diagnostique en utilisant l'échelle de sensibilité. Les résultats du test du muscle corrugateur du sourcil sont enregistrés sur la carte diagnostique. La sensibilité des tissus du côté gauche est évaluée à 3 sur 10, tandis que celle du côté droit est notée à 2 sur 10. Passons au test du muscle frontal. En général, le muscle frontal présente un hypertonus d'un côté. Cela peut être observé visuellement, même au repos, lorsque le centre du sourcil d'un côté est plus haut que de l'autre. Si cela n'est pas visible visuellement, vous pouvez lever les sourcils et observer quel sourcil monte plus haut et au-dessus de quel sourcil les plis deviennent plus profonds. Évaluons visuellement si l'un des sourcils est plus haut que l'autre. Il est difficile de le déterminer précisément de manière visuelle. Le modèle lève alors les sourcils et nous constatons que le sourcil gauche se lève davantage et que des plis se forment au-dessus de ce sourcil. La différence est minime, mais cela suggère que le muscle frontal gauche
est en hypertonie. Sous ce muscle se trouve l'aponévrose épicrânienne, au casque tendineux. Très souvent, cette structure peut être soit œdémateuse, soit au contraire déshydratée. Nous examinons visuellement si des rides sont présentes dans cette zone et si elles sont profondes. Sur les côtés du front se trouve le bosse frontal. Les tissus à cet endroit ont tendance à être fermement attachés à l'os. Nous devons palper pour évaluer à quel point les tissus du front, au niveau du casque tendineux, sont collés au bosse frontal. Soulevez légèrement les tissus au-dessus des bosses frontales et frottez-les entre vos doigts. Si les tissus se détachent facilement, sans douleur, cela indique un état correct. Si vous ressentez des indurations douloureuses et une adhérence des tissus à l'os, notez cela sur la carte diagnostique. Après avoir palpé les tissus au-dessus des bosses frontales, nous notons que la sensibilité était évaluée à 2 sur 10 du côté gauche et à 1 sur 10 du côté droit. Ainsi, nous avons rempli la carte diagnostique qui nous servira à réaliser le massage. Après 3 ou 4 séances de massage, il est recommandé de refaire un diagnostic et de remplir une nouvelle carte diagnostique. Cela permettra d'évaluer le progrès positif dans les tissus. Toutes les indurations sensibles ont-elles été massées et comment cela a-t-il influencé visuellement l'état du visage?